Un condensé d'informations, décortiqué, analysé, questionné. Tout savoir en quelques minutes. Alors Audrey, on apprend plus de détails sur les circonstances de l'échec des négociations. Je le rappelle, vendredi soir, vers minuit moins 10, Mark Carney qui publie un message pour dire « Je suspends les discussions, on se retire de la table ». Et pourtant, on parlait d'avancées quand même toute assez importantes pendant la semaine. Donc, c'est survenu ça à minuit. C'est que les Américains seraient arrivés le dernier soir avec des nouvelles, mais des nouvelles demandes assommantes. Oui, des nouvelles demandes qui étaient inacceptables selon Mark Carney. Ça a chopé vendredi soir, donc moins d'une heure avant l'échéance prévue. Selon des sources du Globe and Mail, ce qu'on dit, c'est que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, avait réclamé des conditions plus sévères que celles qui avaient déjà été négociées. Parmi ces points-là, on retrouve entre autres des tarifs sur les camions moyens et lourds, l'aluminium transformé, sur les règles, concernant les règles aussi sur le contenu francophone des plateformes comme Netflix, là, sur la découvrabilité du contenu, sur l'affichage également en français de certains produits. J'avoue que ce bout-là, on l'avait pas vu venir, que les questions précisément québécoise, le nouveau projet de loi de Mathieu Lacombe sur la découvrabilité que c'est elle. Et c'est un peu, sincèrement, c'est assez choquant. Je prends Netflix. On leur demande, écoute, ce que le ministre Lacombe demande, là, c'est pas une affaire là, qui va mettre Netflix en faillite. C'est de dire, regarde, vous avez plein de petits bandeaux défilants, là, ce que vous avez commencé à écouter. Documentaires, films, séries. Les plus écoutés. Il y a toutes les catégories, puis après ça, humour, puis drame. Puis là, t'en rajoutes une, Québec. Produit québécois. Produit québécois en français. C'est pour Netflix. Alors, plutôt que de se conformer, eux sont allés chigner à Maison-Blanche. Québec veut nous imposer. Puis Trump, plutôt de leur dire, fais-le. Mais ça change rien. Ça te coûte. À la limite, tu vas aller chercher peut-être des nouveaux abonnés. Plutôt de leur dire, fais-le. Il reprend leur chiolage, puis là, il en fait une condition qu'il rajoute des négociations à minuit moins une. C'est quand même assez choquant. Bon, la plus choquante, évidemment, c'est l'autre, là, c'est que le Canada aurait plus le droit de négocier avec d'autres pays. Ça, c'est ce que Mark Carney a appelé une attaque à la souveraineté du Canada. On demande qu'on aurait le droit que d'avoir des ententes commerciales avec les États-Unis, puis avec d'autres partenaires. Ben voilà. Et là, Mark Carney a décidé qu'il n'allait pas plier à ce genre de demande-là. Il trouve que c'est inacceptable. Évidemment, tout ça fait en sorte qu'il y a eu énormément de réactions parce qu'on craint pour les entreprises de chez nous. Et là, il y a un sondage aussi qui démontre que les gens sont d'accord avec ce que Mark Carney a décidé de faire. Il a demandé, samedi, il a dit qu'il allait répliquer avec des nouveaux droits de douane, dollar pour dollar, à partir du 8 septembre prochain, qui visent les industries américaines de l'acier et des produits laitiers après cette nouvelle entente de surtaxe de 50 % qui touche quand même 20 milliards de produits. Et on voyait la liste des produits défiler au cours de la fin de semaine. C'est assez varié, là. C'est précis des bâtons en même de temps hockey, aussi. Du là. ciment, du contreplaqué, toutes sortes des vêtements. Moi, ce que je comprends pas, Mario, c'est comment, dans la tête des Américains, ils peuvent arriver à la dernière minute avec une condition, là, puis oublions Netflix. Ah oui, en passant, on va vous vassaliser pour toutes vos ententes commerciales maintenant, ça passe par nous. Comment ils ont pu penser que ça allait déclencher autre chose qu'une réplique canadienne ou le fait d'annuler les négociations? Je comprends pas. Richard Latendresse, en fin de semaine, disait Howard Lutnick, sa vision du commerce international est peut-être un peu résumée, là, mais mettons, version simplifiée, c'est nous autres, on est gros, les autres sont petits, on va les écraser, puis on n'a pas le choix d'accepter. C'est à peu près le résumé de comment Howard Lutnick voit le commerce Canada-États-Unis. Puis même si on se met dans sa tête, il est vraiment convaincu là, qu'il arrive à la dernière minute là, avec cette niaiserie-là, puis que le Canada va faire « Ah, on n'a pas le choix, oui. » C'est une technique de négociation des matamors, là. Ouais. De dire, regarde, je fais un deal, l'autre est mal pris, puis là, j'ai fait un deal qui est acceptable, limite, mais là, il va se mettre dans la tête, on a un deal, puis là, minuit moins une, je vais y arriver avec des conditions de plus, puis il osera pas dire non, tu comprends? Je vais y passer dans la gorge ces éléments-là de plus. Ouais, c'est fort le café un peu. Là. Ouais, mais dans le cas de M. Carney, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes. D'abord, déjà dans l'entente initiale qu'il semblait prêt à accepter, je pense qu'il l'acceptait comme un compromis pour pas avoir les tarifs de 50 %.
Mais il reste qu'on acceptait quand même des tarifs de 25% sur l'acier, l'aluminium, 15% sur l'automobile. Donc, on sacrifiait des éléments qu'on avait dans l'ASEUM, des accès au marché américain qu'on avait dans l'ASEUM. Donc, on rendait permanent des tarifs qu'on n'aime pas. Donc, déjà, on avalait... On pliait un peu. Oui, on avalait une certaine couleuvre. Je pense aussi qu'il y avait le problème que dans au moins 3... Doug Ford n'a pas dit un mot de la semaine passée, là. Ça arrive jamais. Doug Ford est toujours très bavard, très bruyant. Il rongeait son frein quelque part, là. Ou derrière des portes closes, il disait à M. Carnegie, moi, je veux rien savoir, là. Je veux pas te mettre sur la place publique une pression indue, je veux pas te mettre dans le trouble, je veux pas créer une chicane sur la place publique, mais sache que moi, donc, ça se peut que le Québec voulait rien savoir. Mme Fréchette est restée polie avec Mark Carney sur la place publique, mais en privé, il a dit, chez nous, ça passe mal, l'Ontario, ça passe mal, la Colombie-Britannique, ça passe mal. Fait que, tu sais, tout ça mis dans balance, ça passait pas tellement dans les provinces. Les nouvelles conditions de dernière minute des États-Unis. Carney a tiré sa plug et a dit on n'avance plus dans cette négociation-là. Ici au Québec, évidemment, Christine Fréchette qui rapidement a annoncé des mesures. Bien, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'est pas contre, mais ce qu'elle souhaite, elle n'est pas trop en faveur de la réplique dollar pour dollar. Ce qu'elle souhaite, c'est que Mark Carney soit plus stratégique dans sa contre-attaque. Elle a dit ça pendant une conférence de presse hier pour l'annonce d'une candidature dans Mirabel. Elle dit que la charge symbolique des contre-tarifs est plus importante que la valeur générée en termes de représailles. Elle dit avoir consulté des associations d'entreprises et des institutions financières pour identifier les meilleures façons de répondre. Elle s'est dit ouverte aussi à ajuster les programmes d'aide aux entreprises, évidemment touchées par les douanes, parce que, ça va en prendre de l'aide, parce que les entreprises ont de la misère. Plusieurs vont se battre pour leur survie, parce qu'on en parlait d'entrée de jeu, 50% de tarifs sur les produits quand on ne peut plus les importer. Il y en a qui disent qu'ils vont rajuster leur stratégie, d'essayer de développer davantage, entre autres vers le Canada, revoir d'autres partenaires d'affaires, mais ça reste quand même que les États-Unis est un partenaire important. Et quand on perd ce partenaire-là, c'est difficile pour les entreprises d'ici. Pour les gens, je sais qu'on a beaucoup parlé de tarifs, mais la question revient parfois dans les courriels, ce qu'on appelle des tarifs, la 50%. Donc, si vous êtes une entreprise québécoise, vous fabriquez le genre de meubles qui sont frappés ou des contreplaqués qui sont frappés par les 50%. C'est-à-dire, vous avez un client américain, je sais pas, vous lui vendiez là, jusqu'à la semaine passée un produit, 100$ chaque. Chez les petits meubles, 100$ chaque. Tu avais ton client américain, tu l'as acheté à 100$. C'est-à-dire que le même client américain, s'il veut l'acheter ce matin, votre produit, vous payez le 100$ à vous, mais il va devoir donner 50$. C'est l'Américain qui le paye. C'est les Américains qui payent le tarif. Mais il va devoir payer 50$ au gouvernement américain. Donc, votre meuble, là, il coûte 150$. Fait qu'avant de payer 150$ pour un meuble qui en coûtait 100$ la semaine passée, il va chercher une alternative. Il va essayer d'acheter américain. Il va essayer d'acheter en Europe, ailleurs. Il va essayer d'éviter le produit canadien. Ou sinon, toi, pour que lui l'ait à peu près au même prix, faudrait que toi, tu y vendes 50 pour qu'en payant son 50 là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est inimaginable. C'est pas viable à ce moment-là. Au final, c'est les consommateurs aussi qui vont finir par payer parce que les produits vont coûter plus cher. Les consommateurs américains vont payer pour ça. Ça, c'est le problème de Trump. L'inflation. Mm-hmm. Parce que ça va faire monter les prix aux États-Unis sur ce genre de produits-là. C'est sûr il se bat contre ça. Il se bat contre l'inflation. Ça, c'est le problème de Trump. Un motocycliste mort à cause d'un nid de poule. Oui, ça, c'est toute une histoire. C'est arrivé dans le coin de l'autoroute 15, dans le coin de Sainte-Adèle, en fait. Et ça relance, évidemment, le débat sur l'état des routes au Québec. C'est Roland Belland, 75 ans. Il était sur sa moto, une moto à 3 roues, flambant neuve, avec sa conjointe, et roulant en direction sud, vers Saint-Jérôme. Il retournait chez lui, en fait, avec sa conjointe après une visite chez des proches. Et il a voulu éviter un nid de poule sur l'autoroute 15, et il a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa compagne a été éjectée. Elle est à l'hôpital. Elle soigne des fractures au poignet. Elle dit que c'est un miracle qu'elle soit toujours en vie. Mais lui a fait des tonneaux et finalement décédé. Il avait une 30aine d'années d'expérience en moto et n'avait jamais eu d'accident selon sa conjointe. Et je disais, ça relance le débat sur l'état des routes parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est fou, là, les nids de poules dans ce coin-là, c'était quasiment... Il a fallu qu'il contourne pour éviter, puis il a perdu la maîtrise. Il a fait un geste brusque. Oui, probablement, j'imagine, c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui avait jamais eu d'accident, qui conduit prudemment... Oui, parce qu'on chiale contre les nids de poules en auto, mais tu sais, pour les cyclistes, les motos, pour tous les véhicules qui sont plus... les motos, ça pardonne plus moins. Plus fragiles, oui. Ça pardonne souvent pas tellement.
Charles-Antoine! Bon retour, Mario! Salut! T'as profité de la vie? Pleinement. T'as l'air en pleine forme. Je suis en pleine forme. Tu golfais un peu? Non. Une fois. Je joue presque plus au golf. Ah, OK. Je joue une fois cet été. Ah. Moi aussi, j'ai ralenti la machine un peu. C'est un autre sujet, mais le golf, c'est comme un sport un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand tu joues, il y a 30 ans passés, je jouais beaucoup au golf, mais tu sais, je me tenais avec des gens qui jouent souvent au golf. Puis là, on s'appelait au milieu de la semaine pour savoir en fin de semaine, telle place. Une fois que tu arrêtes, parce que j'ai arrêté pendant des années, j'avais 3 enfants, puis tout ça, tu sais. Là, on dirait que t'es moins dans des cercles de golfeurs, là, que c'est plus compliqué. Puis l'autre affaire, c'est que moi, j'étais un petit peu orgueilleux. Moi, à 25 ans, je frappais vraiment fort. Tu sais, j'étais grand, j'étais mince. Là, un de mes amis qui était un pro de golf m'a dit, ben là, Mario, c'est parce que t'as une épaule déboîtée, t'es vieux, t'as mal dans le dos, t'as ci, t'as ça. Faut t'apprendre à jouer différemment. Non, c'est pas le même qui me l'a dit. Faudrait que t'apprennes à soigner comme un vieux. Ma réponse, ça a été, sais-tu quoi? Je pense que je vais aller à la pêche. Tu peux garder la même mécanique à la pêche. Ouais, bon. Les Jays ont perdu hier, mais là, ça va moins mal ou ça va mieux? Peux-tu dire mieux? C'est la première série dans les 8 dernières échappée par les Jays. Donc, ils se sont repositionnés. C'est quand même un phénomène fascinant, moi, lorsqu'une équipe liquide, parce que les Jays ont liquidé à la date limite, et s'améliore. Mais parfois, ça en dit long sur le collectif qui est plus soudé quand un groupe de jeunes ou un groupe de joueurs qui en a énormément approuvé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, une défaite hier face aux Yankees. On a perdu 2 des 3 rencontres face aux Bombardiers du Bronx. Mais dans cette renaissance, puisque les Jays, là, c'est la 2e équipe exclue des éliminatoires. Il y en a 7. On va surveiller ça dans les prochaines semaines. Il y a 7 équipes qui se battent pour une place. Les Jays, en ce moment, sont 3e sur 7 dans cette course pour le dernier rang éliminatoire. Ils sont à 1 match et demi d'une place en série. Et c'est pas grâce... Parce que, je sais pas, quand on s'est laissé au mois de juin, les Jays n'allaient pas en série du tout. Ils ont vraiment rebondi, là. Depuis la date limite des transactions, ça concorde pile poil avec donc, la vente de Donc, ils se sont débarrassés de quelques grosses têtes. Ça pourrait-tu vouloir dire qu'il y avait quelques vedettes là-dedans qui étaient pas appréciées du groupe ou qui... ou qui étaient en lendemain de veille des séries mondiales. Ce qui arrive souvent. Hein. Tu sais, le vétéran là, qui a cru, ça fait une dizaine d'années qu'il espère se rendre en série mondiale, qui va, qui goûte, mais qui est déçu. Tu perds un peu cette magie, cette flamme. Parce qu'il y avait de la magie l'an passé. Là. On s'entend, c'est à peu près le même groupe cette année. Et d'ailleurs, Guerrero, parce que lui ça va plus. Là. Ça va plus, mais il a été de retour au jeu ce week-end. Il était blessé, une commotion cérébrale il y a 8 jours, revenu ce week-end. Mais c'est pas grâce à un gars comme Guerrero ou Springer, c'est Lucas, Kirk, Okamoto, Clemens. Donc, on va les surveiller d'ici la fin de l'année. C'est un peu la banque qui avait été abandonnée qui s'accroche. Et là, c'était comme le gros moment de la saison. Ce qui vient de passer, là, c'était les grosses séries à bien faire. Ils l'ont fait. Le petit congé aujourd'hui, ça va devenir un petit peu plus simple, mais il reste quand même 30 matchs à la saison. Et on se retrouve à 6h50. J'ai 3 sujets vraiment intéressants. Les jeunes Québec qui répondent à nouveau présent. Moi, je trouve que d'un point de vue partisan sportif, les jeunes Québec lèvent toujours la main quand il faut. On va faire le point sur ce qui s'en vient pour le Canadien. Et un phénomène très particulier au golf féminin. On fait ça ensemble à 6h50. Tantôt. C'était tout un défi, tout un pari à prendre que de faire un film avec... une vieille saga grecque, l'Odyssée d'Homère. Des plus vieilles. Et pourtant, c'est un pari qui est réussi. Hein. Du côté de Christopher Nolan, c'est devenu son film le plus lucratif là, de toute sa bibliothèque, qui est quand même extrêmement bien garni, rappelons-le. T'as pas vu encore l'Odyssée? Non, tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu, Mario. Je sais qu'on partage une petite passion pour l'histoire, puis les mythes anciens, puis ces affaires-là. Je veux le voir, là. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a des certains que j'ai pas vu, puis je sais que je verrai jamais, mais ça, je vais le voir, c'est sûr. C'est sûr que 2 choses qui sont à retenir. Tu regardes ce film-là, puis tu réfléchis à toute la manière dont Christopher Nolan a tenu là, à faire le moins d'effets spéciaux possible par CGI, fait par ordinateur. Il y en a, bien évidemment, mais le moins possible dans son film. Beaucoup d'angles de vue. C'est très réel là, quand tu le vois dans l'écran. Puis la deuxième chose, c'est que le pacing le rythme de ce film-là est exceptionnel. Là. Pour vrai, t'es là, c'est comme 3 heures de film. Là. Moi, c'est 3 heures. Je suis entré dans la salle en me disant, je vais être là pour toujours, ça va être tellement long. Pour vrai, claquement de doigts, ça passe extrêmement vite, c'est vraiment un rythme soutenu. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr qu'il faut aimer un tout petit peu, là, tu sais,
le mythe grec, le symbolisme, etc. Mais c'était une adaptation qui est assez fidèle puis assez intéressante. Merci. On est rendu à 539 millions de recettes là, pour l'Odyssée, ce qui dépasse donc Le Chevalier Noir de Dark Knight, l'adaptation de Batman qui avait fait puis qui avait été extrêmement populaire, Christopher Nolan, qui avait 534 millions. Quand même juste 3e dans le box-office de la fin de semaine. Il y a encore Spider-Man, Un jour nouveau, qui continue de tout casser au box-office. Puis également là, le 6e volume de la série Insidieux. J'avoue, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est comme des films d'horreur qui étaient 2e en fin de semaine là, au niveau des recettes.